Et comme ça, vous allez suivre eh ben, un week-end, tu vois. Là, on est en repos. On est en repos, mais on va travailler, tu vois. Faudra que tu mettes de l'essence. Tu crois? Ah oui, oui, Ouais. c'est pas tu crois, c'est je suis sûre. Ah bah, faudra que je mette de l'essence dans le groupe. Ça, c'est moche, ça. Moi, c'est pas de la permaculture, tu te sers de l'essence. Ah bah oui, mais j'ai pas d'électricité sur le terrain. Comment on fait alors? Bah, des panneaux solaires, oui, ça va venir cette année, normalement. De retour, on ouvre le portail et on va travailler. C'est ce qu'on appelle un week-end. Vous voyez ce que je subis? C'est madame, elle est toujours en train de gueuler en fait. Elle est constamment en train de gueuler, madame. Et donc là, tu vois, on est en week-end. Mais le week-end, on voit bien le ciel, lol, mais ça va. Ouais, le truc, c'est que ça soit pas trop pixelisé parce que ma connexion au terrain, là, on va dire que c'est très aléatoire. On dit bonjour, madame. Et là, tu vois, qu'est-ce qu'on vient faire le dimanche? Eh bien, on vient vérifier que tout se passe bien pour les animaux, que les besoins d'arrosage soient satisfaits, et puis on vient vérifier que il n'y ait pas de casse, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, qu'il n'y ait pas de casse, que la mare se remplisse bien, tout ça. Donc on va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est rigolo. Puis comme ça, après, quand je rentre, bon, on fera du gaming. Non, parce qu'il y a des gens, ils me demandent comme ça, ils me font « Mais Christophe, mais en fait, tu travailles jamais ?» Eh ben tiens, la preuve, elle est là, c'est que, tu vois, même quand je suis en week-end et de repos, je travaille, tu vois. Tiens, attends, faut que je vous montre un truc. Quand je vous dis que je suis sur un terrain hydromorphe, est-ce que vous allez le voir? Hop, attends, bouge pas, maman, elle est où? Elle est là, tac. Tu vois ici? Tac. Là. Et ça, c'est ma zone de culture de patates. Donc, il faudra que je fasse gaffe pour le début de l'année prochaine. Parce que si c'est dans la flotte, ça sera pas bon du tout. Ça va faire un peu de bruit, hein. Bonne odeur d'essence permacole, mais est-ce que l'essence fait partie de la permaculture? Selon vous? Selon vous, l'essence permacole ou pas? Mais en fait, tu vois, ça c'est tout le truc des permaculteurs de salon. Tiens, je vais te glisser sur le tuyau. Les permaculteurs de salon qui viendront te dire tu utilises du pétrole, c'est pas la permaculture. Sauf que dans le livre de Bill Mollison, Permaculture, c'est écrit que tu dois consacrer 5 à 10% de ta ferme à créer du biocarburant. Voilà, parce que aujourd'hui, les chevaux, c'est plus rentable de faire du travail à cheval, et il faut faire du travail avec du petit matériel motorisé. Donc le biocarburant, ça sert aussi à faire marcher des moteurs, c'est pas fait pour mettre dans le cul d'un âne. Alors là, comme tu le vois ici, en fait, je pompe dans ma source qui est là-haut, toc, et ça remplit la mare qui est là, tu vois. Et ça, alors ça sert à quoi, tu vas me dire? Je vais te montrer. Toc. Donc ça sert à filtrer. Et si je filtre pas, j'ai plein de petites écrevisses qui vont finir dans la mare. Et d'accord, elles sont petites à la base. Puis à la fin, t'as des machins, c'est des homards, tu vois. Et donc, il y a le risque aussi que ça te perce la bâche. Parce qu'elles sont hyper agressives. Ouais, c'est des américaines, c'est l'espèce invasive. Donc il faut surtout pas laisser ça envahir. Et tout ça, ça vient, t'en as dans la rivière qui est un peu plus en bas. T'en as dans les sources en haut. Donc forcément, les larves, elles viennent par le courant. Donc elles suivent la source. Et donc elles se retrouvent là. Donc là, tu vois, on vient d'aller vérifier que la mare, ça se passait bien, que le filtre, il coulait bien, etc. Donc, maintenant, on va aller vérifier les serres. Donc là, on est à côté des serres. On rentre par derrière. C'est dans celle-là? Non, c'est dans l'autre qu'il y a le trépied. Parce que je vais vous mettre sur trépied parce que je vais pas pouvoir vous tenir et arroser en même temps. Je vous fauche, hein.
Tu vois, comme ça, quand quelqu'un viendra dire que je dis n'importe quoi, je suis pas du métier, machin et tout, eh ben vous aurez la preuve maintenant que si, que c'est vrai. Tu vois, là, ça c'est ma serre pour les choux qui arriveront fin d'automne ou au milieu de l'hiver. Donc ça c'est en décalage avec les choux qui sont sur en plein champ. Donc là il y a besoin d'un petit peu d'arrosage. Je vais vous mettre sur le trépied. Là, pareil, hein, si vous avez des serres, les gars, ne jamais laisser une serre sécher parce qu'après vous allez être emmerdé pour récupérer l'humidité en profondeur. Donc, que je vous explique un peu mieux. Toc. Donc là, tu vois là-bas, tu as les choux rouges. Ici, tu as les choux cabus. J'essaie de voir en même temps sur l'écran. Et ici, tu as les choux cales. Sabrina elle a déjà commencé à les ramasser, les choux cales, tu vois. Là, c'est déjà, il y a les feuilles qui sont parties, mais ça va refaire plein de feuilles. Et ça, tu en as pour tout l'automne-hiver. Et donc, ça se récolte au fur et à mesure. Alors, tu vois, dans cette serre, par exemple, là, j'ai mis quoi? J'ai mis, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes peut-être à arroser. Si tu laisses une serre sécher, pour récupérer l'humidité en profondeur, tu vas galérer. Et là, tu vois, l'autre problème, c'est que j'arrose à la main. Alors que si j'avais bien dimensionné mon circuit d'irrigation, clac, j'ouvre une vanne, j'ai des sprinklers en haut qui font que eh ben, ça s'arroserait tout seul. Sauf que le circuit d'irrigation, il a été calculé comme je l'ai pensé, d'où l'intérêt de se faire suivre par des professionnels dont c'est le métier. Quand je vous dis l'agriculture, c'est pas le seul métier. Il y a des personnes, c'est le métier de faire de l'irrigation. Bon ben ça coûte un peu d'argent, hein. Mais voilà, moi de l'argent j'en avais pas, donc j'ai fait à ma façon. Résultat, faut que je refasse le circuit d'irrigation. Parce que je suis en 25 mm ou 32 mm, le tuyau qui fait tout le tour de l'exploitation. Ce qui fait que j'ai pas assez de débit pour mettre plusieurs sprinklers en route. Donc du coup, bah tu vois, je suis obligé d'arroser à la main. Ici, on est dans la serre à navet, qui est un petit peu enherbée. Problématique, c'est qu'on est obligé de laisser pour le moment la mauvaise herbe sortir le temps que tous les navets y germent, parce que sinon on va arracher possiblement des navets qui sont encore à germer. Alors qu'est-ce que vous me dites? C'est bon les choux, une bonne potée? Ouais, tu m'étonnes. Après il y en a 250, 500, 750, il y en a 1000 en extérieur sur l'exploitation. Et donc plus la serre qui est là. Et après j'irai vous montrer, parce qu'on va faire toutes les serres. Là, c'est le boulot d'aujourd'hui, tu vois, quand on est en week-end. Le boulot, c'est de venir arroser. Tu vois, ça c'est mon plus gros taf là aujourd'hui, c'est de venir arroser. Puis tu as vu après ces vérifications que ça se passe bien en fait sur la ferme avec la mare, etc. Je sais pas si vous m'avez entendu, je disais vous n'avez pas l'idée de la différence de température qu'il fait entre dehors et l'intérieur, mais ça on pourra le voir dans la dernière serre. Faites-moi penser, il y a un thermomètre, on pourra regarder la température qu'il y a dans une serre. Et là donc je vous disais les navets, on va changer de variété, parce que ces navets là ils sortent pas uniformément, donc ça me casse les pieds, donc on changera certainement de variété l'année prochaine. Mais le navet prendra toujours le dessus sur la mauvaise herbe qui est là. C'est de la mauvaise herbe que je connais qui va pas étouffer le navet. Hop.
Donc là on va fermer la serre. Il nous en reste 2 à faire. Toc. Tu vois là tous les permaculteurs qui vous disent que ouais faire une micro-ferme c'est tu laisses pousser, tout va bien, tu t'occupes de rien. Non tu vois normalement là je suis en repos, là je suis en week-end. Attends bouge pas, on se prend dans les ronces. Là en théorie je suis en repos, je suis en week-end, bah tu vois que et ben au final je suis pas dans un hamac. Ah, et puis nous là c'est pas des serres de particuliers, c'est des serres pro. Donc si jamais elles se prennent un arbre, et puis c'est possible, hein, t'as vu que la haie elle est juste à côté. Hein. Mais bon la haie elle est entretenue, les branches sont constamment coupées. Alors attends je vais vous montrer justement. Toc, est-ce qu'on va bien voir? Tu vois que les branches, elles dépassent pas les serres, elles sont coupées, toc, juste dans l'alignement, de façon à ce qu'il n'y ait rien qui vienne tomber sur une serre. Même une petite branche, ça pourrait me percer la bâche et je serais emmerdé, tu vois. Et donc là, on est dans la serre, vous allez voir la serre à blettes. Vous allez voir comment c'est une serre à blettes. Est-ce que vous connaissez les blettes au moins? Ça, c'est que du manger, tout ça, là. C'est que du manger. Donc là, tu as des blettes épinards qui sont là sur 3 rangs. Et là-bas, tu as les blettes à quarte blanche qui demandent un peu plus de développement. Toc, tu vois. Les blettes à quarte blanche qui sont là. J'y connais rien, mais peut-être qu'ils ont automatisé. Qui ça qui ont automatisé? Ah non, les permaculteurs. Ah non, non, ils croient que la nature, elle fait tout bien tout seul. Oh là, oh, tu les as pas encore assez fréquentés, toi. Pourquoi tu crois que j'arrête pas d'y taper dessus, que je leur dis qu'ils sont dans la rêverie, etc. Parce que, ben, ils vendent du rêve, les gars. Bon, allez, on arrose celle-là, après on va dans la serre à carottes voir la température qu'il fait. En fait là j'arrose pas à grande eau, hein, c'est juste un maintien d'humidité qu'on fait. Parce que bah, là on a un taux d'évaporation qui est bien moindre qu'en été. Et ça nous permet d'arroser tous les 2-3 jours. Le but est de maintenir juste l'humidité de façon à ce que bah, les plantes elles poussent correctement. Dans cette serre là j'ai un truc à vous montrer par exemple. C'est ici là, tu vois ce qu'il y a là? Tac. Ça c'est un indicateur. C'est du mouron blanc, ce qui veut dire que j'ai un sol qui est bien travaillé, bien stable, bien structuré et avec pas mal d'azote. Azote qui sert aux légumes, feuilles. Donc, c'est très bien. C'est un peu la problématique que j'ai sur ce terrain depuis le début, parce qu'avant c'était une prairie ce terrain. Toc. Tiens, le trépied se prend dans les trucs. C'était une prairie ce terrain. Et du coup, du fait que c'était une prairie, et ben les vaches elles ont beaucoup chié dessus, tu vois. Jusqu'à ce qu'ils deviennent inutilisables et que les agriculteurs ne veuillent plus mettre leurs animaux dessus, eh bien on a un suramendement, donc on a un excès d'azote et tout ça, faut le pomper, il faut mettre des plantes qui le bouffent cet azote de façon à revenir à une espèce de stabilité, tu vois. Et pas, faut pas remettre de l'amendement par-dessus un terrain qui est suramendé. Parce que ça c'est pareil, en permaculture on vous parle amendement, mais on vous parle jamais de faire attention au suramendement, qui est aussi nocif. D'ailleurs, les particuliers ils s'en foutent de ça, mais toi quand tu es dans le métier, tu as normalement des prescriptions à respecter. On a la préfecture, on doit renvoyer à chaque fois des papiers des amendements qu'on a mis sur le sol, parce que un amendement azoté se dégrade en... Et voilà, la vieillesse, j'ai encore perdu le nom, en nitrate, voilà, en nitrate, et qui vont polluer les sources. Donc, faites gaffe au suramendement. Avant, les maraîchers, ils mettaient 20 kg de fumier au mètre carré. Aujourd'hui, c'est 3 kg grand max.
tu vas pas plus loin que 3 kilos. Et encore 3 kilos, c'est quand tu pars sur un truc qui est vachement dégradé, etc. 1,5 kg, c'est pour maintenir une fertilité. Toc, et là on va fermer la petite vanne que tu vois ici. Toc, et puis on va aller arroser la dernière. Hop là! On va aller arroser la dernière serre, la serre à carottes. Ah, tu vois, hein, tout n'est pas passionnant hein, dans le métier d'agriculteur, de maraîcher, etc. Ouais, je suis obligé de me servir de ma bouche parce que j'ai que 2 mains. Il faudrait une 3e main. Hop là. Et là on a des températures. Là jeudi, je sais pas ce que c'est que ces températures de malade. Normalement on devrait déjà avoir froid. On récolte encore des courgettes là. C'est quoi ce bordel? Jeudi ça monte à 19 degrés. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Donc là on est sur la grande serre. Enfin la grande serre. Pour des maraîchers ça les ferait rigoler. Ma grande serre elle fait 80 mètres carrés. Mes petites serres, les 3 là, elles font 50 mètres carrés. Dans la grande serre il y a des carottes. Les carottes qui ont été semées il y a 2 semaines, 3 semaines, on va dire 2 semaines et demie, allez. Et donc je suis pas persuadé de la réussite. Alors on va y aller voir ensemble. Est-ce qu'on y voit des carottes ou pas? Putain, je les vois pas sortir. Ah si. Toc, attends, je vais te les montrer. Ah bordel. Bouge pas. Est-ce que tu y vois? C'est de la carotte. Donc il y a bien des carottes qui sortent. Problématique, il y a aussi, justement là, il y a les débuts de ce que je te disais. Mouron blanc, donc qui démontre un sol azoté. Et ça va falloir que je pense la semaine prochaine va falloir que je l'enlève. Parce que ça va m'emmerder. Bah bien sûr que ça va m'emmerder. Parce que ça par exemple, là pour le coup, ça peut étouffer et bien les carottes pour le coup. Allez hop, on arrose celle-là. Et puis après on va faire autre chose. Vous êtes encore là les amis? 25 degrés dans la serre. Il fait 25 degrés. Et les carottes, c'est pas une franche réussite. Mais tu vois ça là, ce que je viens de faire là. Tu te vois le faire pendant 4, 5, peut-être plus d'heures par jour. Ben, c'est ce qui m'arrive parce que justement j'ai sous-dimensionné mon outil de travail, j'ai sous-dimensionné mon circuit d'irrigation, ce qui fait que en été je dois faire ça sur mes planches de culture pendant 4 à 5 heures. Donc d'où le fait que j'arrête pas de dire la priorité c'est le circuit d'irrigation. Mais à chaque fois qu'on a un petit peu d'argent, il y a d'autres priorités qui s'y mettent et je dis c'est pas grave, je galérerai encore cette année, et puis encore cette année, et puis encore cette année. Et du coup ça fait 4 ans que je galère à tout arroser à la main comme ça. Donc là, zone à patates pour l'année prochaine, vous voyez, justement vous me parliez de qu'est-ce qu'on met pour amender, ça c'est le crottin de lapin qui est mis là et qui sera retourné avec le sol et qui va amender tout ça. Alors, en termes d'animaux, qu'est-ce qu'on a sur la micro-ferme?
En termes d'animaux, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a les petits lapins. Les petits lapins, donc ça c'est une portée qui a 2 mois et demi. Et donc attention pour les véganes qui seront abattus d'ici 3 mois et demi. Ah, c'est le miam miam, c'est le manger. De l'autre côté on a les poulettes. On a les poulettes, on a à peu près 60 poules ici. L'année prochaine on essaye de monter à 80 voire 100. Problématique, je sais pas si tu vois bien là, c'est que là tu vois, on a un filet de confinement. Parce que alerte grippe aviaire, donc on confine les poules pour pas qu'il y ait de grippe aviaire, etc. Ça je vous en ai parlé sur la chaîne Pragma Actu. Et le truc c'est que c'est chiant parce que elles se retrouvent dans un truc qui fait 25 mètres carrés, dans une pâture qui fait 25 mètres carrés, et du coup elles pataugent dans leur merde. Moi ça me plaît pas du tout. Alors que théoriquement leur parc, tu vois, il est là, il va jusqu'en bas quoi. Et donc là elles peuvent pas en profiter, ça casse les burnes. Ça casse vraiment les burnes. Voilà. Donc ça c'est normalement c'est leur parc, on leur avait fait et tout l'année dernière. Agrandissement d'ailleurs du parc pour justement avoir plus de poules. Et donc ça c'est les bébés à Sabrina. Ça c'est les bébés à Sabrina, alors ceux-là ils seront pas mangés. Hein. Ceux-là c'est nos reproducteurs, ceux-là on peut s'y attacher, c'est bon. T'inquiète pas qu'ils savent que quand on est prêt, c'est pour leur filer à bouffer. Et donc tu as, je crois que c'est celui-là, c'est le mâle qui est là. C'est le reproducteur lui, et on va en avoir normalement un autre bientôt. Et donc, laissé le groupe allumé ? si. Et donc là, la femelle qui est là, elle vient d'avoir des bébés. Je sais pas si vous allez bien les voir dans le coin qui est là-bas. Donc elle vient d'avoir une portée de bébé, donc ça c'est pareil, c'est la... c'est ma viande. Là, je suis désolé pour les véganes, mais ouais. Nous on mange de la viande. Mais les adultes, on s'y attache. On peut s'y attacher, on a le droit. Donc voilà, vous avez fait un dimanche de repos sur la micro-ferme avec moi. Alors, ravi. Alors, heureuse. Tu vois, est-ce qu'elle a de la boue sur la gueule, ma femme? Non, ça va, j'ai essuyé. Elle s'en met partout à chaque fois qu'elle va dans les poules. Alors Sabrina, elle te prépare les lapins de plein de manières différentes. C'est trop bon. C'est vraiment trop bon et tu as tellement de recettes à faire avec les lapins. Parce que beaucoup disent le lapin c'est fade, mais ouais d'ailleurs le lapin à la moutarde, mais c'est super bon. C'est super bon. C'était comment que tu nous les avais fait la dernière fois les lapins? En sauce. Lapin en sauce de quoi? Avec des petites carottes, oignons. Voilà. Et puis cuit longtemps. Puis pareil, tu as une façon de les faire façon kebab, etc. Vraiment, tu as plein de manières de les faire les lapins. C'est inépuisable. Tu peux les faire griller, il y a plein de recettes avec les lapins. Enfin voilà, et donc là tu vois, ça c'est ma serre atelier. Moi c'est un peu le bordel dedans aujourd'hui. Parce que justement j'ai mis le matos. Attends, je regarde si c'est montrable. Parce que je veux vous montrer un truc justement par rapport à l'arrosage. Ouais, si c'est le bordel, mais c'est montrable. Parce qu'en fait j'ai mis mon matos dedans, tu vois. Donc là tu as le motoculteur pour pas qu'il prenne la flotte. Là tu as le rotovator qui va derrière. Là-bas tu as la débroussailleuse. Donc on range tous les outils thermiques. Donc là je les ai rangés en urgence, mais normalement ils doivent être bien classés. Et pourquoi c'est la merde que j'ai pas le circuit d'irrigation qu'il faut? Parce que normalement j'ai ça. Tu vois, ça c'est comme les sprinklers que tu vois dans les chambres en miniature. Théoriquement j'ai ça. Sauf que quand je le mets en route, il se pisse sur les pattes. Donc il faut que j'ai un meilleur circuit d'irrigation pour pouvoir utiliser le matos que j'ai. Et d'où l'importance, comme je le disais tout à l'heure, de s'entourer de professionnels. L'agriculture, ça s'improvise pas. La preuve, j'ai improvisé mon circuit d'irrigation. Je me serais fait encadrer par des professionnels, j'en serais peut-être pas à galérer avec un tuyau, tu vois. Pas assez de pression, pas assez de débit, parce que justement, je suis limité par la taille du tuyau qui est là. Là, tu vas voir, tac. Parce que même si je mets, tac, tu vois.
même si je mets, parce que j'en ai une hein, là, dans l'atelier, une pompe qui envoie 60 mètres cubes heure, et ben ça revient au même. Parce que elle a beau envoyer 60 mètres cubes heure, sortie de pompe. Une fois que ça passe dans un tuyau de 25, et ben le tuyau de 25, il te fait une résistance. Donc il fait que lui il peut pas envoyer plus de débit que ce qu'il peut permettre sur 25 mm. Donc pas de pression, pas de débit. Enfin moins de pression et moins de débit. C'est vraiment ça. C'est pour ça, je vous dis, hein, des conneries, tout le monde en fait. Quand j'avais critiqué Nicolas Mérieux, des conneries, tout le monde en fait. Ça fait partie de l'apprentissage. Le problème, c'est de persister dans sa connerie. Le problème, c'est de dire, ouais, non, mais ce que j'ai fait, c'est bien. Non, non, non. T'as fait une connerie, écoute, tant pis, c'est pas grave, mais il faut juste la corriger. C'est juste ça, moi, que je dis. Hein. Et donc là, maintenant, vous allez peut-être plus les voir. On a les vignes qui ont été mises en place. Je sais même pas si j'en avais fait une vidéo de ça. Les vignes qui ont été mises en place. Donc là, il y a des trous libres qui, suivant si on a de l'argent ou pas, on va les mettre, là, les trous libres. Il nous manque 11 vignes à mettre en place. Qu'on palissera, bien sûr, à 1,60 m de haut. Exactement, ma guillotine. Il faut apprendre de ses erreurs et l'apprentissage se fait par l'erreur. Tu réussis pas tout comme ça d'un seul coup de façon magique. Tu es forcément passé par des échecs et ces échecs t'ont fait apprendre justement ce que tu connais aujourd'hui. Un apprenti, il débarque pas sur un boulot en connaissant tout. Il va faire des conneries et puis c'est sur ces conneries là qu'il va apprendre. Bien entendu. Tiens, quand je vous disais que on est bientôt mi-novembre, les courgettes sont toujours là, et elles produisent encore. Alors est-ce que je vais vous en trouver parce que t'as regardé? Ah bah attends, justement je suis en train de regarder s'il y en a une ou deux. Tiens, regarde, quand je vous dis, je déconne pas. Attends, elle est où ma main? Elle est où ma main? Tac 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 tac. Ça produit encore. Je rigole pas, on est mi-novembre et on en récolte encore. Alors beaucoup moins qu'en plein été bien sûr, mais on en récolte encore. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Tiens, vous voulez un truc qu'on peut faire façon permaculture et dire tiens moi je cultive sans arroser? Je pourrais le faire hein. Attendez, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Voilà, ma culture de poireaux que vous voyez ici a été faite sans arrosage. 4000 poireaux les gars sans arrosage. Vraiment sans arrosage. Mais comment c'est possible? Si, un arrosage quand je les ai plantés, tac, et depuis plus rien. Et on récolte des poireaux, mais comment c'est possible cette histoire? Je vais vous montrer comment c'est possible. En fait, toc, ici là, donc là on est limite de propriété, tu vois, il y a une source qui est là, ça se remplit tout seul ça. Et donc ce qui fait que toute la zone qui est là où sont mes poireaux, et ça s'imbibe de flotte sur tout le long où la source elle coule, ce qui fait qu'ici il y a très peu besoin d'arrosage, parce qu'en fait ça profite de l'humidité qui s'infiltre comme ça là-dessous, et ça s'infiltre jusqu'assez loin, quasiment là, attends, toc, quasiment là, toute la zone là, elle est imbibée à tel point que c'est très bien quand on peut commencer à cultiver en avril-mai, parce que c'est tellement imbibé que c'est de la bouillasse des fois. Donc les poireaux, tu vois, quand tu les plantes en juin, c'est cool. C'est cool, ça a permis un petit peu de sécher, mais ça a de l'humidité en profondeur, ce qui fait que les racines, elles peuvent se développer. Et donc je pourrais faire un truc comme ça en mentant et en disant, t'as vu, moi je fais de la permaculture, je fais des poireaux sans arrosage. Ça veut pas dire des poireaux sans humidité, hein. Mais je pourrais faire ça, tu vois. Hop là. Est-ce qu'elle a fini, madame ma chérie? Bon, après il faut qu'elle jette des trucs sur le fumier et après c'est bon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser là. Je sais même pas quelle heure il est parce que je peux pas voir l'heure parce que je suis en live. On va se laisser là, puis après je vais rentrer à la maison.